tout ce qui est inflammation, un truc des poumons. Donc quand on fait cette fête-là, on inhumait cette plante. Le tapsia, c'est une plante vénéneuse. Donc on utilise ses racines, on les fait bouillir, et la vapeur passe dans un plat de couscous, dans un couscoussier, et ce couscous-là, on le mange, et les vapeurs du tapsia, on les humait, on les inspirait pour dégager les poumons. Et on refaisait la même opération 20 jours après. Et nous l'appelions le repas des fourmis. Imensir Ibash, le dîner de la fourmi. Et on faisait le même couscous que nous avions fait il y a 20 jours, mais le couscous est destiné aux fourmis. On en consomme bien sûr, mais une partie on la donne. On l'appelait Imensir Ibash. On l'appelait Imensir Ibash, donc c'est le dîner de la fourmi. Alors il y a certains qui veulent rationaliser en disant oui, les berbères ils étaient intelligents, ils mettaient du couscous aux fourmis pour qu'elles ne viennent pas à la maison. Une sorte d'insecticide. Bon, c'est une interprétation décontextualisée. C'est-à-dire ils ne sont pas repartis dans le contexte pour parler de cette sacralité-là. On ne voulait, à l'époque, j'imagine, il n'y a pas très longtemps aussi, on vivait avec les fourmis. Et jusqu'à présent, moi je vis dans une ferme en Kabylie. Les fourmis, elles sont là à la maison, elles rentrent, elles circulent, elles sont dans les fondations, elles montent sur les murs, et je les ai jamais chassées, parce qu'elles sont très 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 utiles dans la chaîne alimentaire. Moi j'ai des citronniers dans la cour, quand j'ai des pucerons, ce sont les fourmis qui m'en débarrassent. Les pucerons sont utilisés par les fourmis. Mais elle prend le puceron, la fourmi, elle le met sur une feuille très tendre, le puceron, il tète la sève à partir de la feuille, la fourmi vient le traire et se nourrir de cette sève-là qu'elle emmène dans sa fourmilière. Mais une fois que le puceron est dans cette feuille-là, elle le déplace et parfois elle le détruit. Et il y a un équilibre qui s'instaure, donc moi je ne les touche pas de toute façon, elles jouent leur rôle. Et les nôtres, anciens, nos ancêtres, connaissaient ce genre de choses. Parce qu'ils étaient en plein dans le lien à la nature. Et ils reproduisaient ce lien-là dans les rapports avec les animaux, avec la faune, avec la flore. Et cette vision du monde, donc, nous projette sur des questions pratiques, comme la médecine par les plantes. Moi qui suis devant vous, je gardais les chèvres dans les années 60, dans les années 50, je suis né avant la guerre, et quand on allait garder les chèvres dans les vergers, dans les pâturages, nous étions nous aussi des chèvres. Les chèvres se nourrissaient de plantes et nous mangions nous aussi des plantes. Et nous connaissions tous les noms de toutes les plantes. Tifaf, wahrir, wajdim, warzaz, warzaz, tifroua, il y a toute une panoplie de plantes et nous connaissions aussi des plantes nocives. Il ne faut pas manger cette plante-là, il ne faut pas manger cette plante-là. Arroise, c'est une plante mortelle pour les animaux, au point où il y a une toponymie dans certains villages, on dit Agouni Gorwaz. Agouni Gorwaz, c'est une placette où les paysans avaient décidé d'éradiquer cette plante. Donc ils allaient dans tous les champs, ils l'ont levée au printemps, ils la ramenaient, ils la laissaient sécher et ils la brûlaient. Parce qu'elle tuait les chèvres et toutes les bêtes. Dès qu'elle la mangeait, elle trempait, elle ressemblait à une autre plante, et les chèvres s'en alimentaient et crevaient. Donc cette connaissance-là était aussi doublée par la connaissance gastronomique. Donc cette dimension-là de la religion ancienne, de la médecine par les plantes et de la gastronomie. La gastronomie kabyle, elle est à base de plantes à l'origine. À base de plantes et à base de graines. Donc le blé, la semoule, etc. Et les légumes, tout ça, ça concourt à la gastronomie kabyle où il y a des concepts qui expriment cet art culinaire. C'est un art culinaire. Chez les Kabyles, quand on dit azzoug, c'est le mot qui désigne tous les repas en sauce. Quand on dit akiwen, c'est tous les repas qui n'ont pas de sauce. Quand on dit akhanaf, c'est toutes les grillades. Donc il y a des concepts comme ça qui
qui désigne, quand ils sont tous regroupés, on retrouve l'art culinaire et les préparations et les condiments et les plantes de base et les légumes et les fruits et les viandes, etc., etc. Au point où il y a certains, par exemple, quand vous préparez un couscous viande, vous avez des parties de la carcasse de la bête, de l'agneau par exemple, qui sont spécifiques au couscous. C'est le collier et l'épaule. On ne fait pas de couscous avec la cuisse de l'agneau. Chez les Kabyles, il y a des parties qui sont réservées à certains repas. Ça, c'est-à-dire c'est un raffinement assez poussé de ce genre de... Donc nous étions donc à la 4e dimension. Quand nous pénétrons dans cette dimension-là et qu'on se pose la question, y a-t-il quelque chose qui reste de toutes ces connaissances? On constate qu'elles ont été gommées. C'est surtout cette histoire de religion, elle fait mal aux monothéistes. Parce que actuellement, si on fait une grille de lecture en 2018, 2019, et qu'on lit, et que nous faisons une étude comparative entre ce que je viens de dire, cette cosmogonie-là qui se base sur les plantes, sur la protection de la forêt, etc., et cette croyance que les âmes sont là, Mouloud Mamri disait les âmes ne nous quittent jamais, elles sont toujours là à vivre avec nous, etc., etc. Et cette vision du monde, quand on la prend aujourd'hui, et qu'on prend la vision monothéiste, judaïque, chrétienne ou musulmane, et qu'on pèse le pour et le contre, ces visions monothéistes deviennent ridicules. Dans les grilles d'aujourd'hui, quand on a besoin maintenant de protéger la nature, protéger l'être humain, lutter contre les corruptions, lutter contre les savoirs prédéfinis comme ça, et qu'on regarde nos croyances à nous, on se dit, mais bon Dieu, nous étions en avance, on nous a ensevelis, nos connaissances, qui étaient extrêmement positives et porteuses de choses extraordinaires. Donc, arrivant à la cinquième chambre, donc des contenus identitaires, comme s'il y avait 5 bouteilles, là, nous sommes à la 5e bouteille, donc nous ouvrons ce que nous appelons la dimension des savoir-faire de l'artisanat traditionnel qui concourt à créer l'économie. Autrefois, c'était ça, l'économie, c'était ça. C'était l'artisanat traditionnel avec les savoirs qui faisaient tourner l'agriculture, qui créait la richesse matérielle par la maîtrise d'une richesse intellectuelle. Donc, ces savoirs-là, aujourd'hui, quand on les prend comme ça un à un, et qu'on les regarde, récemment, moi j'écris dans un journal électronique, j'ai été faire un petit reportage dans un atelier de vannerie, chez un vannier, c'est peut-être le dernier, c'est dans l'Akfadou. Akfadou, c'est un peu le prolongement du Djurdjura vers l'est. Donc j'ai été chez lui, un village qui s'appelle Sifra. Donc j'étais chez ce bonhomme-là, dans son atelier, j'observais, j'écrivais, je notais mon petit reportage, je le faisais parler et tout ça. Et puis à un moment, il me dit, mon père, dont je détiens le savoir-faire, il travaillait pour l'agriculture de montagne. Il créait des corbeilles, des outils de transport à dos d'âne, des ustensiles, des emballages en rotin, en osier, en oléastre. Oléastre, c'est l'olivier sauvage, etc. Donc il peut parler en lentisque. Le lentisque, c'est un buisson très souple dont on utilise les tiges. Il me dit, mais maintenant, je suis obligé de m'adapter. Je produis des gadgets pour les mariages. Je produis des gadgets pour les appartements. Je produis des chaises pour les mariés. Il s'est adapté pour ne pas perdre la main, pour ne pas perdre son savoir-faire. Il me dit, mais la concurrence avec la manufacture est impossible. Il y a des usines, moi je produis une chaise de rotin au bout de 40 jours de travail. Il m'a dit, l'usine, elle en produit en 40 secondes. Et quand on arrive au marché, moi je suis obligé de mettre un prix qui va me permettre de vivre, alors que le prix de la marchandise industrielle, bon, c'est quasiment accessible quoi, pour n'importe qui. Donc lui, il est dans la survie. Et cette survie-là, elle est partagée par tous les métiers. Mais ce qui nous inquiète, ce qui est inquiétant, c'est que quand ces métiers-là disparaissent,
Notre langue, je reviens, on fait la boucle, on revient à la langue maternelle. Notre langue maternelle, qui est portée par ces métiers, elle meurt, elle disparaît. Elle est transgressée et progressivement, elle devient autre chose. Nous prenons des exemples, par exemple, du métier à tisser. Depuis l'achat de la laine jusqu'au tissage du burnous, nous avons recensé quelque chose comme 190 mots qui sont utilisés. Des mots, des instruments, des outils, des actions, etc., des laines utilisées, des cotons, etc. Et ces mots-là, quand le métier à tisser a périclité, a disparu, quasiment, là il est vraiment en survivance, ces mots ont disparu. On n'a pas pu les transmettre aux générations parce que personne ne veut plus faire de métier à tisser. Et que se passe-t-il? Il se passe que notre langue s'appauvrit de jour en jour, de façon dramatique. Alors, quand nous aurons fait ce tour-là, quand nous avons fait ce tour des contenants identitaires, qui sont regroupés sous un concept que l'on dit le patrimoine culturel immatériel. Donc, ce sont les dimensions du patrimoine culturel immatériel, qui est défini comme un ensemble donc, de connaissances, de savoirs, de croyances, et d'appréhension, si vous voulez, du monde qui nous entoure, qui se transmettent et qui sont à l'état vivace, c'est-à-dire qui existent et qu'on arrive à transmettre, et qui surtout nous donnent le sentiment d'appartenir à un univers commun ou ce qu'on appelle une communauté culturelle. Et c'est la sauvegarde, si vous voulez, de ces contenus identitaires est vitale, elle est extrêmement vitale pour nous. Si nous continuons comme ça à observer la mort quotidienne de nous-mêmes, au bout d'un certain temps, nous serons avalés par d'autres cultures et nous n'existerons plus. Nous ferons dans l'expression ostentatoire avec des symboles inefficaces. On va reprendre des symboles d'états centraux, d'états jacobins, comme ça, avec des croyances que nous sommes encore là, avec notre matrice, avec notre vécu, alors que nos matrices originelles auront disparu. Le vécu paysan et le lien à la terre a été complètement perverti, et tout ce qui produit nous-mêmes, ce qui nous produit en tant que Kabyles, il aura été perverti et éventé et complètement écrasé. À ce moment-là, on se dit que on va rentrer, si vous voulez, dans un truc de culpabilité. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on n'a pas fait? Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce discours. Aujourd'hui, que devons-nous faire? Et les Kabyles, ils disent, celui qui ne sait pas coudre n'a qu'à suivre la couture, la vieille couture. Donc ça veut dire que si nous sommes en extinction, il y a des peuples comme nous qui ont peut-être réagi de façon meilleure que la nôtre, avec moins de passivité, avec beaucoup plus d'intelligence, sans inverser l'ordre des choses. On ne présente pas de façon vindicative l'existence d'un truc, d'un contenant, alors que notre contenu fuit de partout. Je prends toujours l'exemple de la jarre d'huile d'olive. La jarre, que te reste-t-il, Kabyle, quand ta jarre d'huile est brisée? C'est le symbole, la jarre c'est le symbole. D'ailleurs il y a une pièce de théâtre qui s'appelle comme ça, la jarre, qui a été jouée par Mouahia. Et cette jarre-là, imaginez donc une jarre bourrée plein d'huile d'olive que nous avons produite avec des mains de fées, avec une veille continue, avec un amour sacré pour l'olivier. Cette jarre-là pleine d'huile d'olive, imaginez qu'elle fuit, elle perd. Elle perd. C'est un néologisme français qu'on a kabylisé, vous dites à un français il ne va pas vous comprendre. Donc
Oui, c'est comme l'histoire de Gouerd Sabarouet Flaormor Kouktreftur. C'est trois mots kabyle et trois mots français, donc la brouette, la remorque et le tracteur. Mais quand on les associe, on met juste un mot kabyle à l'intérieur, c'est comme un petit ingrédient dans un taboulé. Et on le transforme en couscous. Voilà. Donc, je disais que... Bon, j'ai perdu le fil. Oui, je disais que la jarre, voilà, le contenu de la jarre, et c'est de l'huile d'olive, et que cette jarre est en train de perdre. Et qu'au-dessus, on ouvre un robinet de l'huile végétale, ce qu'on appelle une huile sans goût. Bon, peut-être qu'à un certain niveau, il aurait peut-être fallu colmater la brèche en bas et éviter de mettre un robinet. Parce que tant que l'huile d'olive fuit, c'est de l'huile sans goût qui la remplace. Au bout d'un certain temps, vous n'avez plus d'huile d'olive. Vous avez une huile frelatée, une huile qui n'a aucune consistance et qui ne vous identifie pas. Vous n'êtes plus vous. Vous avez le contenant, la jarre, vous la voyez de loin. Mais quand vous regardez à l'intérieur et que vous sniffez, vous n'avez plus d'huile d'olive. Vous n'êtes plus vous. Vous avez l'illusion d'être encore là. Mais vous êtes momifié. Vous allez être un ustensile de vitrine. On va vous placer comme ça dans une vitrine. Vous êtes très beau, on va vous décorer, dépoussiérer, on va vous faire un peu de cirage. Les gens vous voient de loin, belle jarre. Mais c'est une jarre décorative. Ce n'est plus une jarre utilisée qui n'a plus de vie. Voilà. Alors pour que nous ne soyons pas cette jarre-là, nous devons copier un peu les peuples qui ont utilisé des pratiques de sauvegarde de leur culture. Alors on peut en débattre.